Les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Livingstone, la chaîne dédiée au Tiny House. Nous allons reprendre la playlist que nous avions commencé il y a déjà un moment, où il s'agit en effet d'apprendre à construire soi-même ces jolies petites maisons confortables où il le fait bon vivre. Donc même si vous n'y connaissez rien, le but de ces vidéos est de montrer qu'on peut arriver à quelque chose, même quand on n'a jamais touché à un outil de sa vie. Donc si vous avez raté les épisodes précédents, pas de panique, ils sont dans le lien qui est là ou là, je ne sais plus. Bon, enfin bref, il vous suffit de cliquer dessus pour voir les épisodes précédents. Et si vous êtes déjà OP, c'est parti. Bon, les choses ont pas mal changé depuis la construction en termes de traitement et d'utilisation de l'eau. Donc je vous refais une vidéo un peu plus à jour. Donc on a les gouttières en alu 6 cm de large qui récupèrent notre eau. On a trouvé ça chez Dalalu. Hop, le tout arrive dans des tuyaux en plastique qui se rejoignent ici. Et là, l'eau descend dans un tuyau un peu plus gros qui se trouve derrière. À cet endroit-là, tout en bas, on a une petite vanne, vous voyez la poignée rouge. Si on l'ouvre, l'eau s'évacue. Donc si on ne veut pas récupérer l'eau de pluie, par exemple, c'est possible. Il suffit d'ouvrir cette vanne et tout s'écoule à cet endroit-là. Par contre, si on veut la récupérer, on ferme la vanne. Au passage, j'ai fait une petite trappe ici, donc c'est juste un bouchon. Je peux l'enlever pour mettre la main et enlever éventuellement les feuilles qui pourraient se trouver tout derrière là-bas. Donc c'est pas arrivé encore, mais bon, sait-on jamais. Donc l'eau de pluie, si on a fermé la vanne, s'accumule dans ce réservoir, entre guillemets. Elle arrive en haut et vous voyez, il y a un petit coude. Par débordement, elle va se mettre à passer dans notre système. Ici, elle arrive dans ce tuyau. Dans un premier filtre à particules qui, vous voyez, a un peu vécu déjà. Ça salit assez vite. Normalement, j'utilise du 10 microns. Là, c'est un peu plus. C'est juste pour tester, voir si ça influe sur le débit. Ce filtre-là suffit à rendre l'eau suffisamment claire et exempt de la plupart des grosses particules. Et donc, ça nous évite d'avoir des formations de boue dans les cuves. Et hop, ensuite, vous voyez le petit tuyau blanc. Ben, ça part directement à l'intérieur de la tiny house. Et on se retrouve direct de l'autre côté dans nos réserves d'eau. Donc, comme je vous le disais, on récupère notre tuyau. Il est là, il se faufile derrière les filtres. Hop, jusqu'à arriver tout en bas de notre cuve. Alors, si je l'ai mis en bas, c'est pour éviter d'entendre l'eau ruisseler quand il pleut. Si je l'avais mis là-haut, par exemple, et que la cuve était comme maintenant, on aurait entendu comme une petite fontaine. Et si c'est la nuit, ça peut être gênant. Donc, on l'a mis en bas. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'utiliser des flexibles pour tout ce qui est en contact et en raccord direct avec votre cuve. Parce qu'avant, j'avais du multicouche et franchement, c'était super dur d'accéder ou de faire de la manutention sur les cuves si les tuyaux qui y sont raccordés sont rigides. Donc, optez pour du souple, ce sera beaucoup plus simple. Deux cuves de 150 litres, ce qui nous donne 300 litres au total. J'aurais aimé qu'elle n'ait pas l'ouverture sur le haut, mais plutôt sur le dessus. Parce que là, en fait, moi, je les ai mis sur le côté, tout simplement. J'avais pas trop le choix en termes de dimension. L'eau, ensuite, ici, est traitée à l'ozone. On a fait une super vidéo avec Voyage. Je vous mets le lien dans la description. C'est très simple, ça marche très bien, on en est très content. Le but de ce système-là, c'est de générer de l'ozone dans ton eau potable. C'est du 12 ou du 24 volts. Ça passe directement ici, ça rentre par ce bouchon-là. J'ai le même d'ailleurs là-bas, c'est plus visible. Ça passe là-dedans. Là-dedans, j'ai un tuyau en plastique ensuite, exactement comme ça. Et au bout, il y a une tête électrolyse qui transforme l'oxygène de l'eau en ozone. L'ozone est ensuite diffusé donc dans l'eau et dans l'air. Ça a l'avantage de traiter à la fois ton eau et à la fois ta cuve et ton système contre les bactéries, les virus, les films qui peuvent se créer, les biofilms ou les champignons. Donc tu as une eau qui est bonne à la consommation en termes viral là-dedans. C'est très bien parce que je peux vous dire que dans les gouttières, ça pullule. Donc je suis très content d'avoir la satisfaction d'avoir des cubes propres. Et nous, on est justement en train de lancer des analyses. Je vous mettrai les résultats dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, on boit cette eau depuis plus de 6 mois et tout va très bien. On n'a eu aucun problème. On a passé l'hiver, une partie de l'été dedans. Donc pas de souci, il y a plein de gens qui sont venus boire et bon, pas de maladie. L'ozone est ici et du coup, non seulement l'eau est traitée, mais aussi l'air. Contrairement par exemple au chlore qui aura tendance à traiter l'eau mais ne pas traiter le reste de la cuve qui peut ensuite développer des champis. Par exemple,
nous, l'eau montre jamais au-dessus de ça à cause de nos trop-pleins. Et du coup, là-dedans, on pourrait avoir un peu de vie. Puis ensuite, il est évacué par le trop-plein, qui se trouve là et qui va dehors. Voilà, et puis on trouve que de toute façon, c'est bien meilleur que le chlore pour nous et pour l'environnement. Hein. L'eau qu'on utilise, elle va directement dehors, donc c'était important d'avoir un traitement sans chimie. Voilà pour l'ozone, c'est tout simple. Ça consomme 2-3 watts au total, c'est pas énorme. Voilà, on est revendeur avec Philippe, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, quand on a besoin d'eau, quand on tire l'eau, elle est attirée par en bas, hop, elle suit ce tuyau blanc qui nous amène à cette suite de 3 filtres. Celle de gauche, un filtre à particules. Là, encore une fois, je fais des essais, mais normalement, c'est du 10 microns que j'utilise. Vous voyez que ce filtre-là retient pas mal les impuretés. Là, c'est essentiellement les bouts de l'eau du réseau. On n'a pas encore trouvé là-dedans de morceaux de feuilles ou de petits bouts d'insectes, bref. Juste après, on a la lithotane qui est une algue qui se charge de rétablir le pH, notamment de l'eau de pluie, qui n'a pas un bon pH. Donc c'est important de faire ça à la fois pour vos tuyauteries, mais surtout pour votre santé. Et en dernier, il y a un filtre à charbon actif tout simple, qui permet d'enlever les métaux lourds, le reste des polluants. Ça se couple très très bien avec l'ozone, c'est vraiment recommandé. Donc ça, c'est un super filtre qu'il faut absolument avoir. Voilà, ensuite, on arrive dans une lampe UV. Ceux qui nous ont suivis savent qu'on a tenté une shower loupe. Et donc, on avait besoin d'une lampe UV. Ici, c'est une lampe UV à LED. Donc, j'ai gardé cette lampe UV juste pour le cas où, quand il vient de pleuvoir, par exemple, et que l'ozone n'a peut-être pas encore eu beaucoup d'effet sur l'eau, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, vu que tu en as une, autant la garder. Il y a 2 clapets anti-retour qui sont présents uniquement parce que j'avais prévu de faire en sorte que cette lampe UV s'allume et s'éteigne uniquement quand on a besoin de l'eau. Bon, là, c'est pas le cas. J'ai pas trouvé d'interrupteur de débit qui fonctionne. Une fois que c'est là-dedans, la lampe UV bombarde l'eau, encore une fois, de rayons UV, ce qui détruit encore un petit peu la vie qui éventuellement pourrait rester dans notre eau. Je l'ai mis là par sécurité. En réalité, on n'en a pas vraiment besoin. Ça part ensuite dans ce flexible qui est un tout petit peu trop plié, mais ça va. Donc l'eau arrive ici. Il y a une petite crépine qui est vendue avec notre pompe à eau. Hop, c'est quoi notre pompe à eau? C'est une Aqua King. Voilà, 6 max, machin. Bref, il faut au moins ça avec le nombre de filtres qu'on a. Et ensuite, on a un petit vase d'expansion 0,5 ou 0,6 litres qui est pas mal, qui se défend bien. Juste après tout ça, on envoie directement dans le collecteur. Ici, on a notre boîtier électrique. Alors, c'est pas l'endroit le plus judicieux, je vous l'accorde, mais j'avais pas trop le choix. J'ai quand même pris un boîtier étanche et je vais améliorer l'étanchéité, notamment derrière. Et grâce aux commentaires de Pierre Wapata, je te remercie beaucoup pour ta participation. Je vais améliorer un peu l'étanchéité de tout ça en rajoutant du mastic sur les côtés, tout autour notamment. Donc on arrive au collecteur. Ici, on a fait un petit système tout simple. Les 2 d'en haut nous emmènent à l'évier. Hop, qui est ici. Et en fait, si vous regardez bien, il y en a un qui est presque complètement fermé et l'autre qui est ouvert. Donc à l'évier, on a fait le choix de n'avoir que de l'eau froide. Parce qu'à l'époque, le chauffe-eau était contaminé par la shower loop. Donc je me suis dit, bon tant pis, on va quand même se servir des 2 entrées. Une pour avoir, quand on tourne à max, un tout petit débit qui nous sert pour faire la vaisselle, se laver les mains. Donc on fait des grosses économies d'eau grâce à ça. Et quand je vais de l'autre côté et que je lève, là j'ai le débit maximum, et du coup ça nous permet de remplir nos verres ou nos carafes plus facilement, quoi. Bref, on peut passer d'un débit à l'autre juste en tournant comme ça. Alors qu'avant c'était pas évident de lever un tout petit peu le manche, voilà, pour avoir juste le bon débit. Bref, c'était galère, alors que maintenant on s'embête pas, on envoie juste et on a le bon débit. Parce que ce débit là est réglé par notre petit robinet ici. Donc voilà, on verra si plus tard on remet eau chaude, eau froide ou si on reste comme ça. Donc ce tuyau là effectivement c'est pour l'extérieur, et ici on a l'eau chaude et l'eau froide de la douche. Je reste côté cuisine tant qu'on y est. On peut voir donc nos évacuations toutes simples au travers de notre flexipierre et ça envoie directement dehors. Donc nous, on rejette l'eau grise directement dehors dans la terre. Je vous mets, pour ceux que ça choque ou pour ceux que ça intéresse, je vous mets en lien dans la description de la vidéo les raisons qui m'ont poussé à faire ça et les études qui permettent de dire que en fait c'est apparemment la meilleure solution. Vaut mieux envoyer ton eau directement dans la terre plutôt que dans un système de réseau standard où elle va être mélangée à des eaux noires, c'est-à-dire des eaux de toilette, et donc perdue à jamais en termes de qualité. Il va falloir des systèmes incroyables pour arriver à faire de cette eau une eau potable. Alors que nous, quand elle sort d'ici, elle arrive dans la terre. Déjà, on utilise des produits naturels et très écologiques, on fait vraiment attention à ça. Et en plus de ça, quand elle arrive dehors, elle est filtrée dans le sol, il n'y a aucune pollution qui arrive dans les nappes.
Mais apparemment, il y a des gens qui s'en servent pour irriguer leur jardin et leurs légumes, et ça se passe très très bien. Donc, je vous invite à regarder le lien, là, tout est expliqué, c'est vraiment super intéressant. Côté extérieur, nos évacuations se font ici. Alors, en temps normal, on a le l'évier à droite et la douche à gauche. En temps normal, on n'a pas cette petite caissette de récupération, mais là, on veut juste tester au cas où, des fois, on se retrouve sur un sol bitumineux ou autre, et qu'on ne puisse pas rejeter notre eau directement dans le sol. Comme ça, on la stocke là-dedans, et ensuite, on va la déverser un peu plus loin. Et donc ça, c'est juste un bac à vidange de voiture, voilà, 40 litres, et pour l'instant, ça fait 2 jours qu'il est là, il est toujours pas rempli. Alors jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de la manière dont notre système fonctionne avec l'eau de pluie, mais quand il ne pleut pas ou quand on manque d'eau, on est bien obligé d'aller en chercher ailleurs. Donc le système pour nous est assez simple. On a une cuve dans la voiture qui fait à peu près 100 litres, on va chercher de l'eau, on revient et on branche notre tuyau d'arrosage à cette cuve. En intérieur, on se sert d'une vanne 3 voies pour dire à notre pompe de pomper l'eau qui se trouve dans la cuve de la voiture au lieu de la pomper dans la cuve de nos réserves de tiny house. Cette eau donc est aspirée par la pompe et ensuite au niveau du collecteur, au lieu d'envoyer cette eau à la douche, à l'évier, on utilise le dernier tuyau tout en bas pour renvoyer cette eau directement dans nos cuves. Donc c'est un moyen de faire d'une pierre deux coups. Avec le même système, on peut soit amener de l'eau, soit utiliser l'eau depuis nos cuves. Notre tuyau d'arrosage est utilisé de 2 manières. Soit donc il est branché en amont de notre système pour aller chercher de l'eau dans la voiture, soit il est branché en aval, comme tous les systèmes de distribution directement sur notre collecteur. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'au lieu d'amener de l'eau, il va la ressortir. Par exemple pour nettoyer les toilettes sèches, le compost, les gouttières, prendre une douche dehors si on en a envie, mais aussi pour vider les cuves de la tiny house et remplir celles de la voiture. Quand on roule notamment, on doit alourdir un peu la voiture et alléger un peu la tiny house, ce qui permet d'arriver sur un lieu et de ne pas avoir à chercher de l'eau. On a 3-4 jours d'autonomie minimum. Donc l'eau arrive ici pour la douche, derrière les toilettes elle remonte, elle arrive dans notre chauffe-eau qui est LHC12 HydroSmart, je crois, de chez Leblanc. Voilà, réglé sur 40 degrés actuellement, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc il est très bien ce chauffe-eau parce qu'il est à ventouse, comme vous pouvez le voir là-haut. On y planque aussi nos PQ. Elle est à ventouse et la ventouse ça permet non seulement d'évacuer tous les gaz et tout ça sans avoir à créer l'aération, mais en plus de ça, ça gère vachement bien quand le vent souffle, ça évite d'avoir la flamme qui s'éteint, qui est soufflée. Donc ça c'est très pratique. Elle ressort, elle passe encore derrière dans le caisson, en dessous. Elle arrive dans ce coffrage là et ensuite elle remonte dans notre escalier côté intérieur et elle est connectée directement à notre mitigeur de douche ici. Donc c'est très pratique parce que ça veut dire que toutes nos connexions en eau sont accessibles facilement, voilà, de derrière l'escalier, parce que c'est notre penderie, donc on a une porte ici, donc je peux accéder là-bas et bidouiller. C'est pas facile, mais ça se fait. Donc on a accès à toutes nos connexions, en cas de fuite, il n'y a pas de pépin, on pourra y remédier. Et puis une fois qu'elle est là, eau chaude, eau froide, pas de souci. La pression est suffisante pour pouvoir être bien. Donc ceux qui nous suivent savent qu'on a testé la shower loop. On a abandonné ce projet-là. L'eau arrivée ici, elle était cumulée dans ce bac là, sous les clayettes. Il y a de l'EPDM et ça nous permettait d'avoir une sorte de réserve d'eau. Cette réserve d'eau était ensuite pompée pour être renvoyée dans le système de filtration par voilà, un système de pompe et de filtration vraiment similaire à celui que je viens de vous montrer. L'eau revenait dans le chauffe-eau et elle ressortait. Ça marchait mécaniquement, l'eau chaude sortait en boucle, pas de souci. Mais on s'est vite rendu compte de 2 choses. Déjà, pour initier la douche, il fallait une grosse dizaine de litres d'eau. Cette eau, le temps qu'elle chauffe, vraiment, il y avait trop d'inertie pour qu'elle chauffe rapidement en un seul cycle, donc on ne faisait pas d'économie de chauffage, enfin de chauffe-eau, quoi, de gaz. Et donc, niveau économie, c'était pas super. Sachant que, à l'heure actuelle, on arrive à se doucher avec moins de 10 litres d'eau. Et qu'on n'avait pas envie de garder l'eau entre chaque shower loop. Parce que voilà, ça peut croupir, ça peut sentir mauvais. Donc on s'était dit, on va l'évacuer. On peut la garder, mais elle n'a pas été conçue pour ça, même le fabricant ne le fait pas. Donc on était obligé d'utiliser à chaque fois 10 litres quand même par douche. Donc c'est peu par rapport à une douche normale, mais par rapport aux douches qu'on prend nous, qui sont assez rapides et assez confortables, il n'y a pas d'intérêt à ce niveau-là. Et ça consomme plus de gaz dans le cas où, si tu as envie de rester plus longtemps, forcément, tu vas demander plus d'eau chaude. Donc il n'y avait pas d'intérêt économique et écologique à avoir la shower loop. Et en ce qui concerne le fonctionnement, on n'arrivait pas, avec les petits filtres qu'on a, à dégager le savon. Il en restait toujours. Donc on peut toujours se laver sans savon, c'est vrai, il y a des gens qui le font et apparemment ça marche bien.
Mais nous, on n'en est pas encore là. Et en plus de ça, ça marche tout simplement pas, quoi. Si à un moment ou à un autre, tu as besoin d'un produit, tu peux pas l'utiliser. Donc on a réglé le problème à l'ancienne, hein, simplement. Quand on est en été ou qu'on est vraiment en pénurie, ça arrive qu'on se douche juste au gant ou à la calebasse. Et ça marche très très bien. On consomme, Yuna, elle arrive à 2 litres d'eau sans se laver les cheveux. Et je crois un peu moins de 10 litres en se lavant les cheveux comme ça. Et le reste du temps, on utilise la douche normalement et on est un peu en dessous des 10 litres. On doit être vers les 8 litres, quelque chose comme ça. Et ça nous va très très bien. Maintenant, parlons un peu de l'autonomie et de l'intérêt de l'eau de pluie. On a eu un hiver assez sec, là on est en dessous de Bordeaux et ça n'a pas beaucoup plu. Mais à chaque fois qu'il a plu et que ça a rempli un peu les réserves, ça a encore arrivé il y a quelques jours, déjà mentalement c'est une satisfaction incroyable. Incroyable, tu te dis punaise, j'arrive à récupérer les ressources que la nature met à notre disposition et on s'en sert. Elle est bonne, on n'a pas été malade, donc notre système de filtration fonctionne plutôt bien. On est en cours d'analyse, on a envoyé des analyses, on les recevra bientôt. Je mettrai probablement le lien dans les commentaires de la vidéo, comme ça vous pourrez y accéder aussi. Mais aucun souci depuis 8 mois qu'on utilise ce système, donc on pense que ça va. Pas mal de gens sont passés, pas mal de gens ont bu, personne n'a eu de soucis. Quand tu changes les filtres à charbon actif à temps, elles gardent un bon goût, donc un goût de Volvic pour ceux qui sentent un peu le goût de l'eau. Et moi j'adore ça. Après, on n'a pas tant récupéré d'eau que ça, je trouve. Il faut savoir que souvent il y a du vent, donc tu perds une partie de ta surface de toiture et de l'efficacité de ta toiture en fonction de ce vent-là. Donc suivant là où vous êtes, si vous installez un système de récupération d'eau de pluie incliné et fixe, orientez-le en fonction des vents dominants, ça vous évitera de perdre la plupart de votre eau. Je peux te dire qu'en fonction de la toiture à droite ou la toiture à gauche, celle qui est au vent ou qui ne l'est pas, tu as carrément une toiture qui peut être quasi sèche, quoi. Il ne récupérera rien celle-là. Et l'autre, elle est bourrinée. Donc on a récupéré, à vue de nez comme ça, on a eu tout le mois de janvier en autonomie complète. Janvier, un petit peu début février. Et depuis, on a bien eu 6 à 800 litres d'eau de pluie. Donc on va dire qu'on a économisé plusieurs mètres cubes, ce qui représente plusieurs mois d'autonomie pour nous. Donc on est très très content. C'est vraiment sympa. On récupère pas autant que je l'espérais, mais après on est dans une région assez sèche en soi. Donc tout le monde s'est plaint de la sécheresse cet hiver. Donc forcément, s'il pleut pas, ça marche moins bien. Globalement, je suis très content d'avoir mis ça en place. C'est intéressant, c'est ludique. Et encore une fois, ça te permet d'avoir de l'eau sans avoir à faire des kilomètres pour remplir ta cuve. Donc c'est hyper plaisant, d'autant qu'au moins c'est de l'eau qui n'a pas été traitée au chlore. Globalement, avec nos 300 litres d'eau, quand on les remplit, on tient une dizaine de jours. Donc on fait 30 litres par jour à 2. Sans vraiment se priver, quoi. On fait des douches rapides, certes, mais on n'a pas la sensation de se priver. À la vaisselle, vous avez vu, on a un petit système qui permet d'économiser l'eau. Donc c'est à l'aise, hein, et quand on a vraiment envie de faire attention, on peut bien être en dessous. Et puis des fois on se fait plaisir parce qu'il pleut non-stop, là comme en janvier, et puis là on prenait des grosses douches et on se faisait bien plaisir. Alors il faut savoir aussi, et ça participe à l'économie d'eau, que nos pompes sont pas ultra balèzes en débit avec les filtres qu'on a. Du coup on sort de l'eau aux alentours des 3,5 litres par minute. Donc c'est pas un énorme débit comparé à celui d'une maison, mais nous en tant qu'usagers on sent pas la différence vraiment. La douche fonctionne correctement et tout. Ce qui veut dire qu'en une minute de douche, tu fais 3,5 litres au lieu des 7 à 8 litres d'une douche normale. Et donc forcément, sur 10 minutes, ça se ressent. Pour donner un ordre d'idée, apparemment par personne et par jour, dans un foyer standard, on utilise 150-160 litres d'eau. Donc nous, on a réduit notre consommation d'eau par 10. C'est conséquent quand tu sais les enjeux qui vont arriver sur l'eau potable. C'est-à-dire la qualité de l'eau, parce que l'eau on n'en manquera pas, mais de l'eau potable, ça va être compliqué. Et les systèmes qui permettent de potabiliser l'eau en masse sont coûteux, demandent de l'énergie, demandent notamment du pétrole par exemple, et ça aussi c'est une énergie qui va venir à manquer. Donc je pense que faire attention à la qualité de son eau, à la manière dont on la récupère, l'utilise et la rend dans la nature, c'est hyper important. C'est pourquoi je vous invite vraiment, que vous soyez en tiny house ou pas, à vous questionner là-dessus et à essayer de trouver les meilleures solutions accessibles pour vous. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, vraiment merci. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, le petit bouton en bas, et à faire connaître à vos familles et à vos amis l'univers magnifique des tiny house. Et puis c'est un bon moyen pour moi de voir que ce que je fais vous plaît. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee. En attendant, si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, à vous abonner, pourquoi pas. Il y a tout un tas d'autres vidéos, des rencontres, des présentations, des tutos techniques, bref, de tout pour être très heureux. Et quoi qu'il en soit, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.